on va passer désormais à la table ronde. Donc, Deployment Roadmap. Donc, je vais inviter à monter sur scène nos différents invités. Donc, je vais commencer par inviter donc Eleni Diamanti, directrice de recherche CNRS au sein du laboratoire d'informatique de Paris 6. Donc, Eleni, je t'en prie. Okay. Le second intervenant de cette table ronde sera Marco Herman, directeur scientifique du groupe Thales. Okay. Également Philippe Duluc, directeur technique Big Data et cybersécurité chez Atos. Et enfin Sébastien Kunzjak, directeur adjoint à l'ANSSI de la division scientifique. Donc on l'a vu, ça a été dit précédemment, la France est en train d'essayer de se doter d'une feuille de route stratégique pour les prochaines années. Il est notamment question de multiplier par 3 les investissements publics sur les technologies quantiques, calcul, communication, capteurs, simulateurs. De créer 3 hubs quantiques, notamment du côté de Grenoble, de Saclay et de Paris. Et également d'augmenter les efforts en termes de formation initiale, mais également formation continue. Donc ça va être des aspects qu'on va aborder pendant cette table ronde. Donc j'aimerais commencer un petit peu peut-être par toi, Eleni. Tu es physicienne. Ton expertise porte notamment sur la cryptographie quantique, notamment la QKD, qui vient juste d'être présentée précédemment dans le talk de Tommaso. Mais pour autant, tu travailles dans une unité de recherche en informatique. On l'a vu, la menace, c'est donc ce fameux ordinateur quantique et l'algorithme de Shor. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce qui se fait en France en termes de recherche en informatique quantique et sur ces fameux processeurs quantiques? En informatique quantique, en processeur quantique en France en ce moment. Donc, comme ça a été dit ce matin, avec les plans quantiques national qui est en cours d'élaboration en ce moment, on aimerait augmenter les moyens de la recherche des industriels en France pour développer ce type de processeurs. Donc, il y a plusieurs voies qui sont développées en parallèle en France. Je vais citer par exemple les qubits en silicium du CIT à Grenoble, mais également les atomes froids qui sont développés à Saclay. Dans le cadre, par exemple, en plus de la startup Pascal, par exemple, à Saclay, je cite aussi les photons, je cite les qubits supraconducteurs. Donc, il n'y a pas un seul ordinateur quantique, il y a plusieurs plateformes expérimentales qui peuvent être utilisées pour faire un processeur quantique. En ce moment, on n'a pas, je dirais, un plan pour faire un ordinateur quantique français. Okay, en France, toutes ces technologies se développent dans le cadre européen. On n'a pas en ce moment un plan pour une technologie, une plateforme expérimentale scalable dans le sens d'un ordinateur quantique, mais il y a plusieurs voies à explorer. Les technologies avancent considérablement en France aussi, en parallèle avec des recherches aussi au niveau plus fondamental, comment augmenter la robustesse face aux erreurs avec de nouveaux codes correcteurs d'erreurs quantiques, etc. Il faut dire que ça, c'est très important aussi. Vis-à-vis de ce plan Forteza, donc qui est cette feuille de route stratégique, comment les mesures listées à l'intérieur de ce plan vont aider à accélérer la recherche française en informatique quantique? Est-ce qu'il y a des ruptures radicales vis-à-vis de ce qui se fait aujourd'hui, notamment peut-être un rapprochement avec les industriels qui ne se faisait peut-être pas beaucoup avant? Bien sûr, ça c'est le rapprochement académique industriel, c'est au cœur de tous les nouveaux développements dans les plans quantiques suite au rapport Forteza, au niveau européen aussi, c'est au cœur de tous ces processus. Donc, on veut donner les moyens à la fois aux chercheurs et aux industriels, à l'écosystème industriel qui les soutient et qui valorise, disons, les recherches pour avancer dans cette direction. C'est au cœur du plan Forteza. Oui. Donc ça nous amène directement à donner la parole à nos 2 industriels du jour, Thales et Atos. On a vu, les technologies quantiques sont assez diverses. On a parlé d'ordinateurs quantiques, de réseaux de communication quantique, mais également de capteurs. Est-ce que vous pouvez respectivement présenter un petit peu ce que fait chacune de vos compagnies, sur quelle technologie elles se positionnent et finalement depuis quand, pourquoi vous vous intéressez aux technologies quantiques? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quelques mots très rapidement sur l'engagement d'Atos sur le calcul quantique. En 2016, on a bien identifié les 2 disruptions des technologies quantiques qui étaient très importantes pour nous. La disruption dans le domaine du calcul, puisque
Aujourd'hui, il va être de plus en plus difficile de fabriquer des supercalculateurs à cause du ralentissement de la loi de Moore. Et donc, il faut trouver de nouvelles façons d'accélérer les calculs. Donc ça, c'est le calcul quantique. Et la deuxième disruption, on en a parlé évidemment, c'est l'algorithme de Shor avec cette menace envers les algorithmes cryptographiques asymétriques. Donc, en 2016, on a lancé donc un programme Atos Quantum qui a pris 3 axes. Premier axe, on s'est spécialisé parce qu'il nous semblait qu'il y avait vraiment un créneau, que c'était extrêmement important de le développer dans les outils de développement d'algorithmes quantiques. Donc, c'est comme ça qu'on a développé une plateforme de développement, de programmation quantique, d'optimisation et de test par la simulation. C'est la Quantum Learning Machine. C'est ça, la QLM qu'on vend aujourd'hui un peu dans le monde entier. Et deuxième domaine, on s'est lancé également dans le développement d'un ordinateur quantique de type NISQ. Je pourrais en dire plus si vous le souhaitez. Et donc, on a un engagement, parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, c'est mûr, comme l'a montré finalement la démonstration de Google l'année dernière avec le 53 qubits et un exemple de quantum suprématie extrêmement spécifique qui ne sert pas à grand-chose, mais il existe malgré tout. Donc, les ordinateurs NISQ arrivent et nous, on s'est engagé, on pense qu'il est possible de développer de tels ordinateurs vers 2023. Donc, ça sera plutôt un accélérateur qu'un ordinateur, c'est-à-dire que ça fonctionnera dans un environnement HPC. Et le troisième domaine dans lequel on se développe, c'est la cryptographie post-quantique pour répondre justement à ce défi du décryptement quantique. Et comme on a une activité de cybersécurité, qu'on développe des produits hardware et software, il est extrêmement important pour nous d'être présent dans ce domaine et de se préparer à l'arrivée des standards post-quantiques. Merci Philippe. Oui, écoutez, bonjour, oui, la même question, c'est ça? Oui, depuis quand? Ma foi, depuis fort longtemps. Thales est une bête un peu spéciale parce que c'est sans doute un des rares groupes européens qui a des vrais physiciens dans ses propres équipes. Des salles blanches, de la cristallogénèse, des expérimentations physiques, un prix Nobel de directeur scientifique du labo commun avec le CNRS. Donc depuis quand? Je ne sais pas, 20 ans, plus. Alors, en termes d'activité, la priorité tout en haut de la liste, c'est un sujet qu'Emmanuel qui va citer, c'est les capteurs. Vous savez que dans la dissuasion et la doctrine de souveraineté nationale, vous avez 2 composantes. Vous avez la partie armes et vous avez la partie chaîne de renseignement. Chaîne de renseignement, quasiment la totalité, depuis l'espace jusqu'à la Terre, ce sont des produits Thales. Donc évidemment, s'il y a une rupture, et il y a une rupture, il est absolument clé d'y travailler dessus. Et donc, on développe plusieurs variantes de capteurs pour les champs électromagnétiques, pour l'accélération, pour d'autres mesures, avec certains prototypes testés en terrain. Donc, on n'est pas uniquement dans les principes théoriques. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces capteurs font toucher la physique qui est utile pour l'ordinateur quantique, qui n'est pas notre, je dirais, objectif commercial. On va être utilisateur, mais les centres NV, la supra, les cristaux de PT rares, les atomes froids, etc. C'est ce qu'on a dans nos labos. Et donc, on a quelques briques sans doute à partager. Et d'ailleurs, on le fait dans le Quantum Flagship européen qui aborde les thématiques de façon large également. Le second sujet sur lequel on est très actif, c'est les coms, puisqu'on est aussi une boîte qui est un peu spécialisée dans les réseaux de sécurité résilients. Donc, évidemment, on est très actif dans tout ce qui est approche quantique aux communications. On a été d'ailleurs avec certaines personnes autour de la table des pionniers en 2004-2008 sur le projet SECOC, je crois, qui était la première liaison quantique à Vienne dans un projet européen. Donc effectivement, c'est des champs anciens. Ce qui se passe maintenant, on en parlera plus tard, je pense, et nous anime également beaucoup. Et puis, les problèmes de cyber, à l'évidence, on va beaucoup, je pense, discuter de ça dans la table ronde, mais la partie post-quantique, même si le nom est malheureux, comme disait Tommaso, mais on y travaille également beaucoup depuis longtemps. Vous avez cité, Philippe, les récents travaux de Google. Bon, comme vous l'avez dit, qui ne servent pas à grand-chose, puis c'est essentiellement question de gérer les nombres aléatoires avec ce qu'ils ont réalisé. Pour autant, est-ce que chez Atos ou chez Thales, après cette étude, vous avez remarqué un changement de mindset vis-à-vis de votre clientèle? Est-ce qu'il y a un petit peu une prise de conscience qui s'opère aujourd'hui de ce qu'on peut faire ou des menaces qui arrivent vis-à-vis de l'ordinateur quantique? Et est-ce que ça facilite un petit peu votre démarche pour approcher les clients et présenter vos produits?
Oui, effectivement, hein, cette annonce de Google, mais aussi les annonces précédentes, même s'ils n'ont pas été vérifiées, démontrées, les annonces d'Intel, d'IBM, etc., montrant qu'on arrive vers du 50 qubits bruités, montre quand même qu'on arrive véritablement à un moment où les ordinateurs, ce qu'on appelle les ordinateurs, les accélérateurs NISQ vont arriver. Alors NISQ, ça veut dire Noisy Intermediate Scale Quantum Computing, ça a été théorisé par John Preskill du Caltech, et qui dit que on peut faire des choses avec des qubits bruités et pas forcément en très grand nombre. Ce qu'il dit, c'est qu'avec à partir de entre 50 et quelques centaines de qubits bruités, on peut résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui avec des HPC. Donc typiquement, c'est de la suprématie quantique. Ça, c'est ce qu'il a développé il y a déjà 2 ans. Et on voit aujourd'hui, nous, c'est en tout cas notre analyse, qu'avec l'évolution technologique de la part d'un grand nombre de développeurs de qubits, etc., on arrive vraiment vers le NISQ. Donc il nous semble que dans les toutes prochaines années, 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura des accélérateurs NISQ qui vont fonctionner d'abord dans des labos, mais ensuite véritablement en production. Et ça, c'est pour la chimie quantique, c'est pour l'optimisation combinatoire, etc. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le LSQ, hein, donc les Large Scale Quantum Computing. Ça reste encore extrêmement lointain. Hein, on n'est même pas sûr que ça existe un jour. Cela dit, le progrès technique se développe, hein, si les qubits topologiques finalement arrivent ou pas, mais c'est à la merci d'innovations technologiques. On ne sait pas encore aujourd'hui si le LSQ va se développer. Donc ça veut dire qu'on a encore pas mal d'années aujourd'hui avant que le LSQ puisse arriver. Alors ça, c'est important. Pourquoi? C'est que on a vu, hein, tel que ça a été démontré par le spécialiste de Kudelski Security, c'est que pour décrypter la cryptographie asymétrique, il nous faut du LSQ. Voilà. On ne peut pas le faire avec du NISQ, ça on en est certain. Il faut du LSQ. Donc on a encore quelques années, même s'il faut se dépêcher pour les raisons qui ont été... Les données peuvent être stockées, déchiffrées éventuellement plus tard. Mais encore une fois, on a la merci d'une innovation technologique. Hein, c'est parfaitement clair. Donc la prise de conscience client, finalement, elle s'opère davantage sur les cas d'usage sectoriels que sur les aspects vraiment cybersécurité aujourd'hui, même malgré que le risque existe. Absolument. Et qu'il faut, mais malgré tout, ça montre que les choses évoluent. Ouais, donc c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui de faire un événement dédié à cette thématique. Oui, je le pense, oui. Ouais. Oui, pour compléter la réponse, l'annonce de Google, oui et non, la réponse, parce que bon, on a parlé sur le débat sur la suprématie, même le mot, est-ce qu'il est le bon, etc. Moi, je pourrais dire que aucun ordinateur qui soit classique ou quantique ne fera un transformé de Fourier plus rapidement qu'une lentille. On ne parle pas de suprématie photonique en calcul de transformé de Fourier, pourtant c'est le plus rapide. Donc tant que le but n'est pas atteint, je veux dire, il reste du chemin à faire. Et la publication de Google est une étape importante. Donc oui, parce que tout le monde en parle. La preuve ici, on en a parlé à BMFF, on en a parlé dans les journaux. Donc c'est comme pour l'IA, il y a un moment où ce n'est pas parce qu'on a fait en fait une percée fondamentale, mais parce qu'une publication est particulièrement médiatisée, que tout le monde commence à en parler. Donc d'un certain côté, oui, mais ce n'est pas le seul événement. De notre côté, non, parce que nos clients les plus exigeants, et je pense particulièrement en Grande-Bretagne et en France, ils n'ont absolument pas attendu cet élément-là pour s'en préoccuper il y a déjà très longtemps. La raison pour laquelle on a des équipes, au moins depuis 7 ans, pour travailler sur les algos, sur les implémentations, etc. Voilà, donc on n'a pas doublé les équipes après l'annonce. On a déjà investi avant, quoi. Mais effectivement, plus de monde en parle. Si c'est pas indiscret, combien vous avez de personnel qui travaille aujourd'hui sur le quantique au sens large? Nous avons 3 équipes en post-quantique uniquement sur l'algo, sur la partie crypto, une équipe en Grande-Bretagne et 2 équipes en France qui traitent des clients de nature différente. Donc on vient de parler de clients, mais les problématiques sont également à l'échelle nationale, on l'a vu, problème de souveraineté. Est-ce que Sébastien, vous pouvez un petit peu commenter là-dessus? Quelle est la vision de l'ANSSI sur les grosses problématiques de souveraineté? Déjà, quelles sont-elles? Et quelles sont les réponses, quels sont les conseils que fournit l'ANSSI là-dessus? Alors, historiquement, oui, la cryptographie et la sécurité des communications, c'est très lié à des sujets de souveraineté. Ça a commencé par le militaire, assez clairement, les communications militaires, avec en France la particularité de la dissuasion en plus. Ça a percolé vers des secteurs régaliens, police, gendarmerie, ce genre de choses, pour lesquels les gens fournissent des solutions autour de cette table ronde. C'est arrivé dans le domaine civil avec quand même des problématiques liées à la souveraineté, dans les données de santé, ce genre de choses.
Donc aujourd'hui, la sécurité des communications, c'est très très clairement un enjeu de souveraineté et c'est une des raisons d'être de l'ANSSI, très clairement. Alors, comment le contexte change vis-à-vis de ce qui a été dit, vis-à-vis de l'annonce de Google ou de l'évolution du calcul quantique de façon générale. Je dirais que l'annonce de Google n'a pas énormément changé les choses parce qu'il y a une règle un petit peu en cryptographie qui consiste à être un peu pessimiste sur les capacités de son attaquant. Donc, ça fait assez longtemps que dans la communauté crypto, les gens se disent il faut tenir compte de la menace quantique, même si elle n'est pas avérée, et peut-être qu'elle ne sera pas avérée pendant 30 ans, on n'en sait rien. Mais peut-être aussi que dans 5 ans, il va se passer quelque chose. Donc, on est obligé d'avoir cette attitude pessimiste. Ce qui fait qu'au niveau de l'ANSSI, il y a une participation active à des workshops d'UNIS pour la compétition en cours, même s'il n'y a pas de candidat ANSSI dans la compétition d'UNIS. Donc, c'est quelque chose qu'on suit d'assez près. Et bon, je ne vais pas anticiper sur la suite, mais c'est quelque chose, oui, on pousse évidemment pour les applications qui nécessitent de la sécurité long terme. On ne peut pas rester dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui vis-à-vis de ces menaces. On aura un petit peu de standardisation à la fin de la table ronde. Donc là, on a commencé un petit peu à faire le point sur la menace, donc qui est ce fameux ordinateur quantique, l'algorithme de Shor. On a vu que même si c'est assez lointain, les données peuvent être stockées et déchiffrées plus tard, donc il faut s'en soucier dès à présent. On va maintenant un petit peu se tourner davantage sur les différentes solutions. On a vu qu'elles étaient doubles. Une solution d'une part quantique, c'est la fameuse cryptographie quantique avec l'application phare qui est la fameuse QKD. Et de l'autre côté, donc les algorithmes post-quantiques qui sont des algorithmes classiques pour faire du chiffrement avec un niveau de sécurité sécure vis-à-vis de l'état de l'art des algorithmes quantiques, c'est-à-dire des algorithmes qu'on peut implémenter via processeur quantique. Donc, j'ai peut-être commencé un petit peu la table ronde vis-à-vis de la QKD, vu qu'on a une experte ici, qui est Lily Diamanti. On ne va pas réexpliquer le fonctionnement interne, ça a déjà un petit peu été fait dans le précédent keynote. Est-ce que tu peux, en revanche, commenter un petit peu sur les challenges vis-à-vis de la QKD? Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas des réseaux métropolitains de centaines, voire milliers de kilomètres déjà implémentables avec toutes les entreprises déjà branchées dessus? Pourquoi on n'en est pas encore là? Qu'est-ce qui reste à faire? Bien sûr. Donc, pour la QKD, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça montre d'ailleurs. La QKD est un très bon exemple. Pourquoi ce n'est pas aussi facile de déployer des solutions, même quand la technologie est assez mûre. Je dirais que le domaine de la QKD, c'est sans doute technologiquement un des plus mûrs et prêt à être déployé. On a des systèmes commerciaux qui sont aujourd'hui disponibles. Mais par contre, effectivement, quand on parle d'utilisation opérationnelle pour des vrais cas d'usage et dans le cadre des réseaux déjà d'infrastructures, c'est une autre histoire, qui est quand je développe moi mon système dans mon laboratoire expérimental. Et donc, c'est ça qu'on rencontre. Donc, pour moi, c'est extrêmement important justement de regarder comment ça se passe justement pour le déploiement des solutions QKD sur le terrain et pour des vrais cas d'usage, parce que ça va nous préparer, comme ça a été très bien dit par les keynotes avant, pour les réseaux quantiques du futur. Donc, si les réseaux QKD déjà ne marchent pas, les réseaux encore plus complexes ne marcheront pas. Et donc, du coup, pour moi, c'est une façon aussi de rencontrer des problèmes de déploiement dans les terrains avant que les technologies quantiques se développent plus largement pour aller vers des applications beaucoup plus larges que la QKD. Donc, en termes maintenant des déploiements donc, des solutions QKD, donc il y a des efforts vraiment concrets au niveau national et au niveau européen. On va peut-être projet un petit peu après. Oui, d'accord. Simplement, aujourd'hui, oui. On est sur des architectures essentiellement point à point, comme on dit, point to point en anglais, avec ce qu'on appelle des nœuds de confiance. Bien sûr. Est-ce qu'on se dirige vers d'autres types d'approches dans les années à venir, peut-être pour bypasser un petit peu ces nœuds de confiance? Bien sûr. Donc, effectivement, est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Parler de la technologie, bien sûr. Donc, sur l'aspect réseau, sur l'architecture réseau notamment. Bien sûr. Donc, les protocoles QKD, donc la façon dont c'est développé, c'est point à point, exactement. C'est pour échanger des messages, distribuer des messages, des clés secrètes entre des parties qui souhaitent communiquer. Et donc, c'est ça. Et comme ça a été mentionné, il y a eu effectivement des records à cette distance point à point qui sont passés de 100 km, ensuite
des 100, 300, Parce que 400, et maintenant on est à 500 km. le gros problème avec la communication quantique, c'est la distance finalement. Exactement. C'est-à-dire que C'est pour ça que les solutions par satellite, les solutions par satellite sont attirantes aussi. Dans tout ça, pour augmenter la distance, donc l'information quantique, on ne peut pas la copier, comme ça a été dit, on ne peut pas l'amplifier parce qu'on perd les corrélations quantiques. Donc, on est un peu obligé d'être restreint à ces paradigmes point en point. Donc, pour passer à des distances plus longues, soit il faut passer par des nœuds de confiance qui peut poser problème d'un point de vue de sécurité, ou il faut développer des technologies qui sont basées sur ce qu'on appelle les répéteurs quantiques, qui nécessitent des types de corrélations quantiques qui sont basées sur l'intrication. Donc, c'est des technologies plus complexes. Donc, la communauté des chercheurs développe tout type de technologies qui sont compatibles avec les nœuds de confiance ou avec les nœuds qui ne nécessitent pas de confiance. Mais évidemment, les technologies point en point sont plus développées, évidemment, donc ça nécessite moins d'efforts expérimentaux. Et on avance, par contre, sur des points de vue académiques et de recherche, aussi vers des répéteurs quantiques pour les réseaux quantiques du futur qui n'auront pas besoin de nœuds de confiance, justement. Donc, on se dirige plutôt vers des liaisons par fibre à l'échelle métropolitaine et sur des plus grandes distances, plutôt par des liaisons satellites du fait de la faible absorption dans l'espace. Exactement, c'est bien soit ça satellite, soit des solutions par satellite qui nous permettent effectivement des ranges globaux, ou sinon, répéteurs quantiques quand la technologie sera suffisamment mûre. Sinon, on se contente pour l'instant d'utiliser des nœuds de confiance les temps que la technologie se développe. Je t'ai un petit peu interrompu tout à l'heure, tu allais commencer à en parler, mais il y a des projets européens actuellement là-dessus pour déployer des réseaux quantiques à l'échelle, entre même plusieurs pays. On parle de projets qui s'appellent OpenQKD, d'un autre projet qui s'appelle EuroQCI. Toi, tu es impliqué, il me semble, dans ces deux projets. Est-ce que tu peux un petit peu donner un petit peu les tenants, les aboutissants de ces différents projets et la perspective? Bien sûr. Donc, c'est au cœur de cette histoire de déploiement, des QKD, des solutions QKD et des futurs réseaux quantiques. Donc, le projet OpenQKD auquel Thales est aussi impliqué. Nous essayons donc dans un consortium très grand de 38 partenaires européens, à la fois académiques et industriels, et il y a vraiment le cœur de ces projets, c'est de démontrer des cas d'usage réels de l'utilisation pour ces systèmes, de ces réseaux QKD avec des nœuds de confiance. Donc, il faut le dire, c'est ça les technologies qu'on va faire en ce moment pour les prochains 3 ans. Donc, c'est considéré comme la première étape. Déjà, la mise en place de ces réseaux dans plusieurs villes européennes, dont Paris, de certains réseaux donc, où on va pouvoir techniquement de voir quels sont les problèmes quand on essaye de combiner dans une même fibre optique, par exemple, des communications classiques et quantiques, comment ça marche au niveau des pertes, au niveau des canaux cachés, c'est tout ce genre de problèmes en termes de sécurité, maturité des protocoles, maturité des composants et des technologies, tout ça, interopérabilité des systèmes. Donc ça, c'est tous des sujets qu'on aimerait faire avancer au niveau européen. Ensuite, il y a les grands projets de la Commission européenne sur les EuroQCI. Il y a des études actuellement en cours pour définir l'architecture à la fois des satellites et à la fois terrestres pour ce type d'infrastructure. Et là, le but, c'est d'aller, comme ça a été dit, vers des réseaux quantiques du futur où on pourra vraiment transmettre de l'information quantique et faire de la cryptographie beaucoup plus largement et de faire connecter des processeurs quantiques. C'est le fameux Internet quantique qu'on entend parfois parler. C'est ça. Ouais. Donc, vous, Thales, vous êtes également partie prenante de ces deux projets. Quelle est votre contribution en tant qu'industriel et comment s'opère un petit peu la relation entre organismes publics comme le CNRS et grandes entreprises comme Thales? Oui, absolument. Sur des gros projets dans comme le cela. on est même lead du QCI for Europe. En fait, l'initiative européenne, il faut voir qu'elle a mis un petit peu de temps pour se mettre en place, puisqu'il y a quelques pays, il n'y avait pas la France, qui ont signé un accord en juillet 2019 sur la vision très ambitieuse d'un Internet quantique européen, ce qui, à l'évidence, doit être un projet pan-européen, vu les enjeux, vu les investissements, vu les compétences qu'il faut mettre en place. Depuis, d'autres pays, et la France a rejoint aussi. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près une vingtaine de pays. Les dernières signatures ont lieu au mois de février de cette année.
Côté industriel et puis un certain nombre d'acteurs académiques, nous avons en fait produit un white paper des industriels pour soutenir l'initiative des Quantum Communication Infrastructure, parce qu'on pense effectivement qu'il y a un grand sujet de souveraineté. Il faut dire que toute la communauté était là aussi. Il y avait un événement un petit peu comme le papier de Google sur l'ordinateur. Il y avait aussi les publications chinoises sur la distribution des clés par des liaisons satellitaires, qui a aussi un petit peu fait réagir les gens également. Alors, les Chinois ont aussi fait des annonces sur le radar quantique, donc ils chatouillent bien l'environnement en ce moment, et avec le papier d'hier sur les coms également. Donc ça, c'est bien, c'est de la belle compétition. Donc ce papier-là a engagé un certain nombre d'acteurs sur leur volonté à contribuer, etc. Contribuer ensemble, parce que ce qui est nouveau dans ces initiatives, et vous l'avez rappelé, c'est qu'il ne s'agit pas de faire que du point-à-point. Il s'agit de faire du réseau, il s'agit de faire des éléments intermédiaires qui sont les répéteurs et la mémoire. Nous, dans un autre projet, on travaille sur ces petits morceaux aussi. Et c'est là que je dis, il y a des briques qui peuvent servir à l'ordinateur, mais qui n'en sont pas, mais qui peuvent être des choses importantes. L'interdisciplinarité est absolument clé. La cyber d'un réseau de network ne se résume pas à la cyber du point-à-point. Si vous avez des vulnérabilités au nœud, si vous avez des vulnérabilités par derrière, vous avez beau avoir une liaison extrêmement protégée et vous rentrez par derrière. Donc, il faut absolument mettre dans la discussion des spécialistes de la cyber, des spécialistes des réseaux sécurisés, les opérateurs, les end-users, etc. Et donc, les deux projets que vous avez mentionnés, dans lesquels effectivement on est tous les deux, vont pouvoir d'une part, le premier, celui sur l'architecture, de parler comment on va architecturer tout ça, c'est quoi les points à résoudre, et celui sur le OpenQKD, il est plus expérimental, je dirais plus testbed. Il y en a presque plusieurs dizaines, je crois, en Europe qui vont déployer. Donc, on va gagner de l'expérience, on va commencer à développer des technologies qui viennent des laboratoires, qui viennent des startups, qui viennent d'ailleurs. Et ça sera une expérience collective, je pense, extrêmement importante pour faire maturer la techno d'une part, et d'autre part, à avancer dans la compréhension même du réseau, parce que vous avez dit la limitation de la distance, il y a aussi le débit. Vous n'oubliez pas que sur un seul câble optique entre l'Europe et les États-Unis, vous avez 100 terabits par seconde qui passent aujourd'hui. Donc, ça va aussi définir les use cases. Je dirais la combinaison niveau de sécurité, bande passante et l'accès vont définir également des use cases. Donc, on a besoin de regarder tout ça pour voir un petit peu, pour dépeindre de façon plus précise ce que sera cet Internet quantique et quand. Justement, en rebondissant sur les cas d'usage, je chose en tête, c'est la compagnie ID Quantique du côté de Genève qui commercialise des modules de QKD. Oui, il y a quelques années, ils ont fait un petit peu une preuve de concept en sécurisant des élections municipales du côté de Genève. Oui, les votations, oui, en Suisse. Tout à fait, les votations, comme on dit par là-bas. Exactement, oui. Est-ce que dans les projets qu'on vient de citer, il y a des cas d'usage assez concrets en termes d'application qui vont être incorporés? Genre les clients comprennent plutôt les cas d'usage que les... Il y a des participants à ces projets-là qui sont on va dire, des opérateurs de systèmes sécurisés, etc., qui vont venir avec leur propre use case. On est plutôt des solution providers et des facilitateurs pour mettre ces use cases. Mais oui, il y a des opérateurs de cette nature-là. Puis il y en a d'autres sans doute qui regardent avec intérêt et qui vont rejoindre parce que les plateformes vont être ouvertes. Il ne s'agit pas uniquement de dire dans le OpenQKD, vous me corrigez, mais je crois qu'il y a 13 pays initialement. Et puis, bon, voilà, ça va être ouvert à d'autres expérimentations également pour enrichir le paysage. Une quarantaine de cas d'usage déjà dans les projets, donc qui couvrent tous les aspects possibles. Pour l'instant, pas de défense, c'est quand même civil, et donc infrastructure critique et ce genre de choses. Et puis après, il y aura des open calls pour attirer de nouveaux utilisateurs à des testbeds. On attend. Je vais me tourner vers vous maintenant, Philippe. Vous, chez Atos, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas positionné sur la QKD, plutôt sur le post-quantique, et également le calcul quantique, enfin, simulation d'ordinateur quantique pour être exact. Sur le post-quantique, qu'est-ce que vous déployez aujourd'hui? Des librairies de code ou pas que? Enfin, comment s'opère un petit peu cette... Qu'est-ce que vous faites sur le post-quantique? Sur le post-quantique, notre analyse est la suivante. D'abord, il y a deux types d'algorithmes. Il y a des algorithmes publics. S'agissant de crypto-asymétrique, un algorithme public peut être utilisé par tout le monde. Et pour ce genre d'algorithme, effectivement, on a besoin de standards. Donc, notre position, effectivement, est d'être extrêmement vigilant sur le processus de standardisation qui est en cours.
aussi bien du NIST d'ailleurs que du côté chinois. Je ne sais pas si on pourra en parler là tout à l'heure. Bien sûr. Les quelques algorithmes qui restent dans la course deviennent effectivement de plus en plus performants et intéressants. Ces algorithmes sont complètement connus, publics. Et donc, nous, on se prépare effectivement à les intégrer dans nos équipements de cybersécurité, que ce soit des équipements hardware ou dans nos softwares de cybersécurité. Donc, il y a déjà des équipes qui travaillent avec un thésard, une petite équipe qui travaille sur l'analyse des algorithmes qui restent candidats dans le call du NIST pour se préparer le jour de la standardisation à les présenter dans nos librairies de produits. Vous savez, on peut toujours cocher, choisir son algorithme dans un produit de cryptographie. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. L'autre catégorie d'algorithmes, Emmanuel Kiva en a parlé un peu, c'est les algorithmes gouvernementaux. Donc là, c'est un sujet sur lequel on ne travaille pas. Ils sont protégés aussi par le secret, la confidentialité. Donc c'est un travail tout à fait séparé qui est mené. Et de toute façon, les utilisateurs gouvernementaux ne parlent qu'aux utilisateurs gouvernementaux. Donc c'est vraiment une communauté fermée. Donc nous, on est vraiment beaucoup plus intéressés par la partie publique. Du coup, comment ça va se passer? C'est-à-dire, dès que la standardisation va être opérée, demain, le RSA, les courbes elliptiques, on oublie et on passe au poste quantique, ou est-ce qu'il y a une opération un peu plus smooth qui va s'opérer? Peut-être, Sébastien, tu peux peut-être répondre là-dessus. Oui, alors je fais un petit détour par les QKD, Je t'en prie. versus post-quantique. Avant ça, la position de l'ANSSI, donc nous, la voie qu'on voit à terme pour l'évolution des moyens cryptographiques, c'est clairement le post-quantique. Je vais expliquer un peu pourquoi. Et à court terme, on sera plus dans une approche qui fait intervenir les algorithmes actuels. Alors, point de vue sécurité, si on regarde un peu ce qui se passe du côté de la QKD, on est bien convaincu que la QKD peut atteindre des niveaux de sécurité élevés. Je dis peut atteindre et pas atteint parce que les produits qui sont actuellement commercialisés n'ont pas tellement été évalués en général. C'est-à-dire le protocole est sécure, mais le hardware ne l'est pas nécessairement. Alors le hardware, il peut y avoir des problèmes de nature logicielle. Je pense que là, il y a probablement des gouffres béants qui nous attendent, des vulnérabilités logicielles qui remettent complètement en cause la sécurité des dispositifs. À ma connaissance, ça n'a pas été regardé. Et l'autre aspect, c'est les canaux auxiliaires dans les équipements quantiques. Alors ça, c'est des choses qui ont quand même été plus regardées par les physiciens, mais néanmoins, est-ce qu'on a une couverture complète des choses? On ne sait pas trop. Mais en principe, au moins, il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur le fait qu'on peut atteindre un niveau de sécurité élevé. Nous, ce qui nous interroge, c'est plus le niveau de la fonctionnalité, parce que abstraitement, on a quelque chose qui est équivalent à la cryptographie asymétrique, certes, mais concrètement, on a des boîtiers, des liens physiquement qui doivent être contrôlés, on a une infrastructure qui est lourde et chère, il n'y a qu'à voir le budget de EuroQCI, on est sur des montants très élevés. C'est bien adapté à des scénarios où il y a relativement peu d'utilisateurs ou de points finaux dans le réseau, donc on parle de centaines de points, et où ces pools d'utilisateurs ne changent pas trop avec le temps, parce qu'il y a une contrainte de maintenance sur ces réseaux qui est élevée. Si tout à coup on veut rajouter des points terminaux, si on veut bannir des points terminaux qui ont été compromis, c'est des interventions physiques qui sont coûteuses. Donc nous, essentiellement pour des raisons fonctionnelles, on n'y croit pas tellement. Ça va coûter très cher et finalement, ça se pose plus comme un concurrent de ce qu'on faisait en crypto dans les années 80, ou de la crypto purement symétrique, où on avait un peu des contraintes similaires. C'est-à-dire que déployer un réseau purement symétrique entre 10 000 utilisateurs, c'est un cauchemar parce que chaque utilisateur doit avoir 10 000 clés. Donc les contraintes venaient avait une autre cause, c'était la gestion des clés, mais on sait bien que dans un réseau symétrique, la gestion des clés, c'est compliqué. Et on sait pourquoi on est passé à l'asymétrique. C'est que c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux dans ces réseaux-là. Donc, nous, ce qu'on voit comme avenir, c'est plutôt le post-quantique et des algos standardisés type NIST pour des réseaux fonctionnels. Et effectivement, aujourd'hui, mettre en place des algorithmes post-quantiques pour des usages réels, c'est un petit peu dangereux, il ne faut pas se le cacher, parce que ce n'est pas standardisé, on peut encore découvrir des choses dessus. Il est possible que cette incertitude dure au-delà de la fin de la compétition du NIST. Donc on ait encore des mauvaises surprises après la fin de la compétition, ça peut arriver. La probabilité décroît avec le temps, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Et donc aujourd'hui, notre posture pour des gens qui veulent faire de la sécurité long terme, notre recommandation, ce serait de combiner des algorithmes actuels, éprouvés contre les menaces classiques, connues aujourd'hui, avérées, et des algorithmes, des candidats ou des algorithmes conjecturés résistants à l'ordinateur quantique, pour être tout à fait exact, on n'a pas de preuves, de telle sorte qu'on n'ait au moins pas de régression par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, et puis d'avoir quand même
une présomption de résistance qui est quand même pas négligeable, parce qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs qui ont commencé à regarder ces algorithmes face à l'ordinateur quantique. Donc essentiellement, il y a plusieurs cas. Hein. Quelqu'un qui n'a pas besoin de sécurité long terme, il n'a essentiellement pas besoin de se préoccuper de la menace post-quantique. Ça existe quand même, il faut le rappeler. Tout le monde n'a pas besoin de paniquer. Et puis, il y a la sécurité long terme où aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une période transitoire où on va combiner ces algorithmes. Et à horizon, alors c'est difficile à dire, 5 ans, 10 ans, à un moment donné où on pourra dire, maintenant, on estime qu'on a atteint un niveau de maturité suffisant sur ces algorithmes. Peut-être que le domaine de l'ordinateur quantique bougera moins qu'aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas le prévoir, tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, on pourra dire, oui, maintenant, on peut utiliser uniquement un algorithme standardisé par le NIST. On est confiant que ça fournit un niveau de sécurité suffisant. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vis-à-vis des entreprises là, qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce qu'on se dirige dans quelques années vers des produits certifiés ANSI, par exemple, là-dessus? Alors, complètement. On peut aujourd'hui prendre en évaluation des produits qui intégreraient cette approche double. Et on ne mettra pas de tampon sur des produits qui font que du post-quantique pour la raison que je viens d'évoquer. Mais pour des produits qui font cette approche double, lui, c'est tout à fait certifiable aujourd'hui. Voilà. Bon, on travaille avec des centres, les évaluations ANSI ne se font pas en interne ANSI, hein, il y a des centres privés qui font les évaluations et qui travaillent en tandem avec l'agence. L'agence, en fait, a plutôt un rôle d'agrément des centres qui évaluent les produits. Donc, je ne dis pas que ça se ferait sans frottement. Tous les CESTI n'ont pas nécessairement d'expérience sur les algorithmes post-quantiques et donc, il y aurait un accompagnement, ce serait peut-être plus long comme évaluation qu'une évaluation sans ce type de mécanisme, mais il y a clairement la volonté au niveau de l'agence d'accompagner ce genre d'évaluation et d'aller dans cette direction dès qu'il y aura des gens volontaires pour le faire. On aura des produits certifiés, le post-quantique davantage comme un patch que comme une rupture du jour au lendemain. Donc ça, c'est plutôt sur le soft, mais sur certains équipements, il y aura aussi une remise en question peut-être du hard. Je pense notamment à tout ce qui est dispositif en environnement restreint. J'ai un petit peu cité tout à l'heure, tout ce qui est IoT, carte à puce ou autre encore. Je pense que c'est des choses sur lesquelles vous êtes actifs du côté de Atos et Thales, avec des cas d'usage respectifs chacun. Vous pouvez commenter un petit peu là-dessus? Oui, effectivement, vous avez raison. Il y a la partie logicielle, mais qui est finalement relativement plus simple en termes de performance. Mais ensuite, pour la partie hardware, c'est assez compliqué. Parce qu'on doit, par exemple, on fabrique chez Atos des chiffreurs, hein, des chiffreurs de niveau DR ou de niveau confidentiel défense. On développe des disques durs sécurisés comme le Globule, un téléphone chiffrant. Donc pour les chiffreurs et pour la sécurité du stockage, on est obligé de développer des algorithmes cryptographiques dans des FPGA. Et parce qu'il y a des contraintes très très fortes en termes de performance qui sont attendues par les clients, comme par exemple le nombre de signatures par seconde. Quelle est la différence en fait exactement? C'est-à-dire que les clés de chiffrement sont éventuellement plus longues avec du post-quantique qu'avec des techniques actuelles? Oui, ou le volume de stockage, par exemple. Si on travaille sur des réseaux euclidiens, des lattices, comme on dit, on n'a pas du tout la même, c'est pas du tout comparable à l'arithmétique grands entiers. Donc on a des choses nouvelles qu'il faut regarder en termes de vitesse, en termes de capacité de stockage. Et aujourd'hui, la preuve n'est pas faite qu'on va arriver avec les algorithmes qui sont aujourd'hui dans le pipe du NIST. La preuve n'est pas faite qu'on va obtenir les mêmes performances qu'avec la cryptographie classique qu'on a par exemple sur les HSM que l'on fabrique, hein, les Hardware Security Modules, qui sont ces petits équipements matériels qui sont au cœur de la sécurité des systèmes. Hein, c'est eux qui génèrent et qui gèrent les clés cryptographiques. Et il y a des attentes très très fortes des utilisateurs en termes de performance. Encore une fois, donc le nombre de signatures par seconde. Et donc, si on proposait sur le marché un nouvel HSM, mais qui aurait des performances bien moindres, ça présenterait des difficultés d'intégration dans des systèmes existants et des difficultés d'acceptation par les utilisateurs qui peut-être repousseraient le post-quantique en se disant non, c'est pas si rapide, ça détruit toute mon architecture, etc. Donc, on a des enjeux techniques qu'on est en train d'affronter aujourd'hui, en particulier s'agissant d'Atos, d'implémentation sur des FPGA, parce que c'est sur les FPGA que nous développons nos algorithmes cryptographiques pour mettre sur nos chiffreurs et nos HSM. Par contre, vous avez peut-être d'autres cas d'usage à citer du côté de Thales? Oui, encore que là aussi, on travaille sur des implémentations aussi bien software et hardware, du commercial à des niveaux défense sur lesquels on ne commentera pas.
Donc sur le civil, peut-être juste pour donner un petit peu la volumétrie des choses dont on parle, on a 30 000 clients, entreprises, institutions, gouvernements sur la cyber dans le monde. On équipe en cyber 19 des 20 premières banques mondiales. Les transactions avec nos systèmes par jour, c'est à peu près 1000 milliards d'euros par jour, tous les jours. Et il y a des milliards de SIM cards, etc. Et puis après, d'autres applications également. Donc les choses sont sérieuses, mais on voit un petit peu ce qui était dit juste avant. On voit une transition hybride, et peut-être hybride longtemps dans le temps, avec les algos critiques, enfin classiques et le post-quantique également. Donc on se penche un petit peu, alors on attend tous la normalisation, on va peut-être en revenir plus tard, mais donc on travaille principalement sur trois volets, sur la partie algorithmie. Et comme ça a été dit, je crois, je ne sais plus si c'était Tommaso ou Emmanuel, mais on s'attend que dans le post-quantique, en fait, il y aura plusieurs standardisations, plusieurs variantes, et pas une seule solution qui va convenir à tout. Donc on regarde également en fonction, oui, de l'embarquabilité, du nombre de signatures, du stockage, du débit, quelles sont les bonnes options. Et je pense que ça fait également partie des travaux de normalisation courte. Donc il y a ce volet normalisation. On travaille sur des preuves de concept sur des algos embarqués. Alors oui, FPGA est le bon outil pour tester tout ça. Mais ce ne sera pas toujours pour une smart card, ce ne sera pas du FPGA nécessairement à l'intérieur. Ça peut être des ASIC, donc ça peut être des étapes intermédiaires. Après, il faudra gagner de l'expérience sur les vulnérabilités hardware, sur voilà, tout ce qu'on a parlé des forensiques, toutes les méthodes qui permettent un petit peu de sculpter un élément hardware par d'autres moyens. Donc il y a beaucoup de travaux à faire. Donc on a plusieurs travaux de POC en cours. Et puis le troisième volet, c'est tout le système en fait. Donc le cas d'usage dans lequel on va le mettre. Et là, ça va dépendre effectivement. Est-ce que c'est du symétrique? Est-ce qu'on a des terminaux? C'est quoi la bande passante? C'est quoi l'usage? C'est quoi les capacités? Et donc on regarde, on essaie de se projeter dans ces cas d'usage. Le moment où il veut venir avec je dirais la feuille de route qui a été moult fois dite aujourd'hui. Il y a des petites choses qui peuvent être sur des fast track. Mais grosso modo, pour vraiment une application à large échelle du post-quantique sur les produits, on est à 2-3 ans du marché, je pense. Vous avez commencé à parler un petit peu d'UNIS, donc justement on va y venir. On va passer un petit peu à la standardisation maintenant. Donc c'est essentiellement ce que les clients attendent finalement. Alors notre sentiment, oui, je pense que je suis pas le mieux placé pour répondre à ça, mais voilà, oui, du point de vue, enfin, ce qu'on voit des entreprises, c'est un panorama un peu général, parce qu'on voit quand même pas mal d'entreprises à l'ANSSI, c'est qu'effectivement, ça ne sert pas à grand-chose d'implémenter des choses qui ne sont pas standards. Pour la plupart des gens, il y a des usages particuliers où c'est différent, et en particulier, bon, la défense est spéciale, mais là, c'est une autre forme. Le standard vient d'ailleurs, en quelque sorte. Donc, oui, on a beaucoup de gens qui attendent d'être sûrs de ce qui va être standardisé pour mettre des efforts conséquents. Après, il y a des efforts, on le voit bien, des efforts qui ont lieu aujourd'hui pour se familiariser avec les enjeux de cette technologie, voir quand même qu'est-ce qu'il va falloir faire comme effort techniquement pour y arriver. Parce que autant on ne connaît pas les algorithmes exactement, autant on sait à peu près ce qu'ils vont nécessiter pour être implémentés efficacement. Donc il y a quand même des choses qui peuvent être faites en matière de preuve de concept avant la standardisation. Oui, ce qu'on constate, nous, du côté des clients, c'est que c'est effectivement extrêmement rassurant d'utiliser un standard. Ça a été éprouvé, évalué par la communauté internationale et des cryptologues. Je prends un exemple, c'est par exemple l'algorithme cryptographique de chiffrement symétrique qui est le plus utilisé dans le monde, c'est l'AES. L'AES a été effectivement standardisé également par le NIST. Ce que les gens savent moins, c'est que c'est un algorithme belge qui vient de l'université de Louvain. Voilà, donc ça, et il est incontestable, il est utilisé partout dans le monde, et c'est la vertu d'un standard d'être utilisé par tous et de permettre ainsi l'interopérabilité. Donc pour nous, le NIST est vraiment effectivement quelque chose qui est très important pour nous. On s'appuie beaucoup dessus pour ce phénomène de standardisation, même s'il faut citer effectivement cette concurrence chinoise qui, après le NIST, a lancé un call sur la crypto post-quantique
et qui a placé la deadline avant la deadline du NIST. Donc on sent qu'il y a un peu de compétition, mais on ne sait pas très bien dans quelles conditions ce standard chinois s'implémentera en concurrence par rapport au NIST. Il me semble qu'ensuite le NIST proposera l'ISO, effectivement, des standards post-quantiques. Voilà. En tout cas, nous, on n'a vraiment pas de débat et on ne sent pas de débat ou d'inquiétude chez nos clients sur l'usage de standards post-quantiques qui proviendraient du call du NIST. Justement, ce call du NIST, du côté de Thales, il me semble que vous avez soumis des algorithmes. Comment ça se passe? Il y a plusieurs rounds, c'est un petit un tournoi finalement. C'est une petite compétition, donc effectivement, au moins sur la partie signature, on est participant, mais comme d'autres, d'ailleurs, il y en a dans la salle. Mais je dirais quelque part, on voit bien que commercialement, pour des raisons qui ont dites, les clients attendent un petit peu la standardisation pour passer à l'échelle. La deadline, c'est quoi? 2021, 2022? On est sur ces eaux-là? Je crois qu'il y en a plusieurs. Alors, je ne suis pas non plus, j'ai pas passé mon bac non plus dans NIST, mais il y a plusieurs. Je crois que ça commence cette année et ça continue jusqu'à 2023. Après, il y a le passage ISO, donc on est, je sais pas, des horizons de 4 ans, grosso modo, sur les différentes parties. Mais il y aura une vie après pour les raisons que vous avez dit. Mais ce qu'on voit aussi, et là, c'est là où la standardisation et puis finalement l'écosystème qui se crée autour est important, c'est que les communautés des cryptos sont toujours assez quelque part parano, c'est-à-dire qu'on imagine plein de scénarios qui peuvent être dangereux. Et on voit bien qu'on connaît très très bien les algos, on a beaucoup d'ancienneté, de vulnérabilité des algos qui sont déployés et sur les postes quantiques, ça a été dit, il y a plein de choses qu'on peut ne pas connaître. D'ailleurs, on peut ne pas connaître tous les algos qui vont être mis sur un ordinateur quantique futur. On n'a pas regardé toutes les vulnérabilités, etc. Il faudra peut-être des accélérateurs hardware d'ailleurs pour pouvoir implémenter tout ça. Donc, il y a quand même moins de confort quelque part pour implémenter un nouveau algo qui remplacerait quelque chose qui est très prouvé. Pour augmenter le confort, il faut des communautés, il faut des échanges, il faut des plateformes de coopération large. NIST est un exemple de cela, parce qu'on compare, on partage, etc. Donc, c'est vital. Nous, à notre échelle aussi, on crée nos propres écosystèmes d'échange. Vous savez peut-être que Thales a mis en place un accélérateur de start-up à Station F qui est spécialisé sur la cyber. Alors, pas la cyber post-quantique uniquement, mais depuis le début, on en est à la saison 4, depuis le début de l'initiative, on a déjà hébergé 3 startups dans le quantique, dont CryptoNext qui organise l'événement. Ça a été une super expérience pour nous. D'ailleurs, on continue les discussions, les contacts, ça crée des liens qui vont durer, comme avec les 2 autres. Il y a Ketz, dans les Français également, qui fait partie du programme. Et on est en train de choisir les 10 de la 4e saison, dans laquelle il y a des candidats en quantique également. Donc ça aussi, ça permet un petit peu d'élargir l'horizon. Je pense qu'il y a besoin de ça. On ne peut pas uniquement être tout seul quand on veut servir finalement commercialement le monde. Donc il faut des plateformes, il faut des échanges, et le NIST a ce mérite-là. Merci Marco. Et pour continuer dans la standardisation, est-ce qu'il y a également des choses qui sont faites du côté cette fois-ci de la QKD? Parce qu'on parle beaucoup du NIST depuis ce matin. Mais est-ce qu'il y a des choses qui se font également sur l'autre technologie, qui est la technologie quantique, donc de la QKD? Oui, donc je suis un petit peu, mais pas totalement, c'est un petit peu en dehors de mes compétences, mais je suis ce qui se passe en standardisation dans les quantiques, en QKD et dans les autres technologies quantiques. Ça avance assez rapidement. Il y a en fait beaucoup d'efforts parallèles. Donc, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais peut-être c'est quelque chose qui arrive souvent dans les technologies quand ils sont en cours de développement. Donc, il y a des efforts effectivement du côté de la Chine qui sont venus nous chercher dans nos labos, les Européens, pour qu'on participe à leur effort de standardisation. Alors, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'on parle des preuves de sécurité pour des protocoles de QKD ou est-ce que ça va au-delà de ça? Est-ce que c'est également sur le hardware en tant que tel? Il y a des working groups donc, qui vont de la sécurité des protocoles, oui, jusqu'au système QKD et ensuite même au répéteur quantique. Même il y a des working groups qui travaillent même pour les technologies de l'avenir pour préparer les terrains pour la standardisation. Et on parle également depuis quelques années maintenant dans le secteur de la QKD de nouveaux types de protocoles type Measurement Device Independent, des choses comme ça.
Est-ce que peut-être tu peux dire un petit peu un mot là-dessus et est-ce que ça résout des failles justement au niveau du hardware? Donc, du coup, ça, c'est pas vraiment lié à la standardisation encore, mais ça, c'est des technologies. Ça résout potentiellement des problèmes. Oui, ça montre aussi la dynamique quand même du domaine et qui montre qu'on n'a pas fini. C'est pas qu'on a un protocole QKD, on a décidé de l'implémenter et c'est fini. Il y a des nouvelles idées qui viennent tout le temps du monde de la recherche et qui viennent quand même sont liées au fait des canaux auxiliaires dont Sébastien a parlé tout à l'heure. Donc, du coup, comme il y a quand même ces problèmes de sécurité pratique pour des systèmes QKD, il faut chercher des solutions pour les rendre les plus sûrs possibles. Et donc, dans la vraie vie, au-delà des preuves et des principes. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça a développé vers des idées comme le Measurement Device Independent, les Twin Field aussi. Donc, ça, c'est des nouvelles idées des protocoles QKD qui se basent, en fait, l'idée de base, c'est qu'on utilise un relais quantique entre les deux utilisateurs. Et donc, ça... et auquel on n'a pas besoin de faire confiance. Donc, ça veut dire qu'on peut laisser le système de détection à la main d'un espion et que peu importe ce qu'il fera dessus, du coup, on va le tracer. Ça enlève plusieurs sources de canaux auxiliaires. Donc, ça, c'est des domaines qui sont beaucoup, beaucoup discutés. Et donc, de là, aller jusqu'à la standardisation, il y a quand même plusieurs étapes. Mais tout ça, c'est discuté très activement dans la communauté. Il y a même un work package entier dans les projets OpenQKD qui est extrêmement actif et qui vise justement la standardisation de ces technologies. Je t'en prie, Sébastien, si tu as quelque chose à rajouter. Je peux juste dire un mot là, dans le rapport Forteza, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de post-quantique, et bon, j'ai donné la position de l'ANSI, mais concernant la QKD, il y a quand même une position de l'ANSI qui est de dire on est prêt à se lancer dans l'évaluation de dispositifs QKD, c'est en relation avec la standardisation, c'est pour ça que je l'évoque maintenant. Alors, par contre, c'est toujours à l'initiative d'éventuels industriels du domaine parce qu'il faut évaluer un produit bien identifié. On veut être sûr que ce qu'on évalue, c'est ce qui va être vendu, et que ce n'est pas autre chose. Et on le ferait par étapes, c'est-à-dire qu'on ne commencerait pas par le quantique, un peu paradoxalement, je pense qu'on commencerait par regarder le logiciel, des choses un petit peu périphériques. Et si ça prend, s'il y a des gens qui viennent, ça veut dire si les SST qui font les évaluations ont du business, parce qu'ils sont là pour gagner de l'argent, on envisagerait d'aller potentiellement aussi loin que le marché nous porte, c'est-à-dire jusqu'au quantique proprement dit, au protocole, au side channel, éventuellement. On n'en est pas là, mais en tout cas, c'est une action qui est envisagée, qui a été discutée dans le cadre des travaux de Madame Forteza. Donc on l'a vu, on a des problèmes, on a potentiellement des solutions, donc heureusement. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est un petit peu de la main-d'œuvre, c'est avoir des gens compétents pour pouvoir implémenter tout ça. Donc, c'est un petit peu le dernier volet que je voulais aborder, c'est le volet de la formation. On a vu que le post-quantique, c'était malgré le nom, ça reste de la cybersécurité, de la cryptographie, je veux dire conventionnelle, c'est des algorithmes classiques. Donc, est-ce que des gens ne pourraient pas former un petit peu à la cybersécurité conventionnelle les acteurs concernés? Je crois que c'est ce que vous faites du côté d'Atos. Je mets ça en opposition à faire un cours de physique quantique. Oui, non, effectivement. Avant d'en arriver là, d'abord, dans le domaine des technologies quantiques, dans notre équipe, on a recruté par exemple des physiciens. On a la chance d'avoir en France vraiment des très grandes écoles d'où sortent des gens extrêmement brillants, d'ailleurs, qui ensuite ne restent pas forcément en France, vont travailler à l'étranger, aux États-Unis. Je pense à des grandes universités, je pense à l'école polytechnique. Donc, on a recruté des physiciens et on n'a pas de difficulté là de recrutement. Parce qu'on n'en a pas besoin beaucoup de ce genre de ce calibre. Non, mais là, on a vraiment, nous, des difficultés pour rejoindre ce que vous disiez. C'était sur le volet post-quantique et cybersécurité classique. En France, moi, en tout cas, on le ressent, puis on a partagé ça avec les autorités gouvernementales. Il y a un véritable manque, effectivement, de ressources. Il me semble qu'il n'y a pas assez de personnes formées à la cybersécurité. On est nombreux à se les arracher, d'ailleurs, aussi bien du côté public que du côté privé. Et donc, il y a vraiment un manque de personnes, de jeunes qui sortent d'école, qu'on puisse continuer à former, qu'on puisse recruter. Et les études de cryptographie post-quantique s'en ressentent. D'autant plus qu'il y a des domaines qui sont un peu... par exemple, tout à l'heure, je parlais des réseaux euclidiens. Les réseaux euclidiens, c'est aussi ce qui est utilisé pour faire la crypto homomorphique, qui est un autre sujet qui n'a rien à voir avec le quantique, mais qui est aussi un game changer, nous le pensons, pour la sécurité du cloud. Eh bien, tous les deux sont sur les questions de réseaux euclidiens. Et là, il nous semble qu'on manque vraiment de spécialistes. Donc, on a du mal à recruter dans ce domaine. Donc, vous allez chercher des talents directement à l'issue de la formation initiale, mais est-ce que vous faites également de la formation continue en interne?
C'est là, oui, c'est dans toute équipe, hein, il y a de l'apprentissage, il y a de la capitalisation, les anciens forment les plus jeunes, ça c'est normal, hein, c'est le propre de toute équipe de développement, toute équipe de R&D de penser à cela. Mais il n'y a rien de plus organisé que cela en termes de formation continue. D'accord. Je te donne la parole maintenant à toi, Eleni, parce que dans le rapport Forteza, il est question d'insérer, de rajouter 6 crédits ECTS de cryptographie quantique et post-quantique dans les parcours cybersécurité, et également 6 crédits dans les 20 meilleures écoles d'ingénieurs et d'informatique en France sur l'aspect calcul quantique. Ça va se matérialiser notamment à travers ces fameux hubs quantiques à Grenoble, Saclay, Paris. Toi, il me semble que tu es impliqué dans le projet parisien. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur les aspects de formation, à la fois formation initiale, mais aussi formation continue finalement? Bien sûr, c'est OK. Aujourd'hui, une entreprise là, qui nous écoute, elle veut former ses salariés, qui sait ce qu'elle va avoir, comment ça se passe? Oui, et donc du coup, effectivement, donc, après les rapports Forteza, on est en train de construire donc, les hubs quantiques à Paris Centre, à Paris-Saclay et à Grenoble. Et donc, on a en France effectivement un levier des chercheurs dans tous ces domaines impliqués qui c'est extrêmement, on a de la chance d'avoir un levier de chercheurs qui peuvent, et des gens qui peuvent effectuer ces formations. Il y a une forte demande, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc maintenant, on a des gens qui nous contactent dans mon laboratoire et ils me disent, on n'a pas de master, par exemple, en crypto-quantique, en cryptographie quantique et post-quantique, ou en communication quantique plus globalement. Effectivement, ça n'existait pas. On a des parcours, on a des modules de parcours dans le master parisien pour l'informatique, par exemple, ou dans un master dispositif quantique. Donc, mais c'est soit ciblé physicien, soit ciblé informaticien. Donc, ce qu'on va faire dans le cadre des futurs hubs quantiques, de travailler énormément sur la formation initiale et continue, bien sûr, de proposer des parcours qui formeront les ingénieurs quantiques du futur. Et donc, ça, les cas, par exemple, de cybersécurité, des compétences en quantique et en post-quantique qui sont nécessaires pour développer des solutions potentiellement hybrides pour la cybersécurité, particulièrement évidente qu'il faut proposer des parcours adaptés à ce type de compétences qui n'existaient pas. Donc, par exemple, je peux citer, on fait des efforts. Je peux citer, par exemple, un projet européen qu'on a pour un training network européen, parce que les communautés ne discutent pas beaucoup. En fait, les communautés des cryptographes classiques et les physiciens ne discutent pas beaucoup entre jusqu'ici. Donc, on s'est mis dans ces projets, on va proposer, ça n'a pas été encore retenu, mais on va proposer des thèses, et donc, qui étaient à la moitié, on était des équipes quantiques et à moitié des équipes de cryptographie classique européens. Et donc, ça, je pense que c'est formidable comme un levier de nouveaux doctorants, ensuite comme on le disait au début, toi tu es physicienne mais dans une équipe d'informatique finalement, donc ça va dans le sens de l'histoire. Oui, tout à fait, exactement. Et donc, elle a le rôle, bien sûr, des industriels est très important pour développer les ingénieurs quantiques du futur. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'ingénierie dans le développement de ces technologies. Aujourd'hui, on a beaucoup relativement de physiciens formés essentiellement sur les aspects théoriques, je vais dire, mais il manque un petit peu justement cet aspect engineering expérimental. Et de l'autre côté informatique également, tout ce qui est développeur, pour notamment tout ce qui est couche de compilation, qui est loin d'être trivial et qui est très loin du champ de compétences d'un physicien, je pense. Ok. Également, tu as parlé des thèses, là, rapidement, à la fin, il me semble. Ça va passer notamment par des thèses chiffres, j'imagine. Oui. Pour rapprocher, vous pouvez peut-être commenter également. On fait de plus en plus. Ouais, vous travaillez peut-être conjointement entre l'Ellipsis, Thales, Atos sur des thèses. Oui, par exemple, moi, mon équipe, j'ai des chiffres avec Thales Alenia Space et avec Nokia Bell Labs sur des aspects des communications quantiques. D'autres ont des thèses avec Atos, bien sûr. Donc, c'est un outil qui est très développé de les tests chiffres, effectivement. Ça, c'est une nouvelle tendance que vous observez, les tests chiffres, ou c'est quelque chose finalement d'assez ancien? Ça existe quand même depuis un petit bout de temps. Au-delà du nom, l'idée de faire une thèse un peu conjointe académique, entreprise. C'est sûr que ça va être fortement renforcé avec les hubs quantiques, dans les quantiques plus particulièrement, c'est sûr. Et finalement, ça m'amène à poser la question suivante, c'est la thèse chiffre, est-ce que ce n'est pas finalement quelque chose d'une démarche naturelle pour ensuite enchaîner vers la création d'une start-up? Quels sont les dispositifs? Je pose la question autrement. Quels sont les dispositifs aujourd'hui pour un étudiant qui sort d'une thèse ou d'un postdoc et qui voudrait lancer sa start-up dans le quantique, entre autres?
Qu'est-ce qu'il y a à disposition aujourd'hui pour l'aider? Il y a des il y a BPI France, il y a sûr, des incubateurs, mais ça, c'est justement, on est en train de voir avec les labs quantiques comment faire en sorte que ça va être plus simple pour des étudiants de thèse d'avancer vers l'innovation avec la création des startups. C'est tout un écosystème, en fait, qu'il faut développer et c'est en route. Je veux juste commenter rapidement sur l'histoire des thèses. Oui, il y a des startups qui sont extrêmement riches en thésards. Moi, j'ai eu le privilège de visiter les licornes chinoises en IA. Il y en a une qui a 172 PhD dans les fondateurs. C'est la chinoise. Donc en France, on peut créer des startups avec 1, 2, etc. Maintenant, ce n'est pas la seule voie. Nous avons 200 thésards par an dans le groupe Thales et sur à peu près 13 000 personnes qui font de la R&D en France, sur un total de 15 000 sur un total de 30 000 personnes en R&D Thales. En France, on a 1000 personnes avec un PhD. Donc, ceux-là, ils n'ont pas créé des startups, ils ont trouvé leur voie, leur carrière dans une industrie. Donc, je pense que c'est une formidable expérience, une thèse, parce que c'est complètement différent de bachoter un examen dans une école et dans une université. J'en ai fait 2, j'ai tellement aimé ça alors que j'ai fait des écoles d'ingénieurs. Parce que vous êtes seul devant un problème, avec votre encadrant, mais on ne sait pas s'il y a une solution. Et donc, vous faites ça pendant 2 ans, vous creusez le sujet, vous devenez spécialiste, etc. C'est quelque chose que d'autres types de formations ne vous donnent pas. Donc, nous, on a plutôt l'habitude de valoriser la thèse, même en entreprise. Maintenant, c'est aussi une formidable expérience pour l'entrepreneuriat. Je voudrais juste ajouter un autre élément sur les ressources humaines, pour venir sur des points de tension sur le marché, là qu'on a évoqué, la rareté des talents, etc. Juste pour élargir un petit peu le débat, le quantique n'est pas le seul domaine. On aurait une réunion aujourd'hui sur l'IA, tout le monde aurait dit la ressource en IA. On aurait eu un truc sur les DevSecOps, on aurait dit DevSecOps. On aurait eu quelque chose sur les architectes de réseau, pareil, etc. En fait, on a une pauvreté ou de plus en plus de tensions sur la formation scientifique. Et en plus sur la féminisation de la formation scientifique. J'ai sorti d'étudiants, j'ai 2 filles. On essaye de féminiser les entreprises, les institutions, mais ce qui sort comme potentiel des écoles n'est pas représentatif de la société. Ça veut dire qu'il y a besoin, en fait, quelque chose que certains projets européens font aussi. Il faut, en fait, communiquer, éduquer la société dans son ensemble, les enfants, les familles. Parce que la plupart des jeunes, ils rêvent d'une carrière avant d'avoir passé le bac. Beaucoup. Et donc, si vous ne rêvez pas d'une carrière scientifique, ce n'est pas à la sortie d'une école que vous deviendrez scientifique. Vous avez décidé avant. Et donc, pour résoudre un petit peu ce problème, je dirais, démographique d'ingénieurs scientifiques dans le quantique et dans la cyber, dans toutes les autres disciplines, il faut un grand projet européen, français, sur l'éducation des jeunes et le goût à la science. Éviter les fake news se battre contre les... Vous savez qu'aujourd'hui, il y a toujours 2 tiers des Français qui croient qu'une centrale nucléaire dégage du CO2. Voilà. Il faut commencer par des fondamentaux. Pour donner goût, il faut donner la vérité. Moi, j'ai surtout une question alors, à vous en ce qui concerne les industriels. Est-ce que vous avez une politique de mise en open source de vos produits, comme ce qui se fait le cas dans d'autres entreprises étrangères comme Google ou IBM, qui la Google récemment, hier, a sorti sa version de TensorFlow améliorée avec les processeurs quantiques, ou pareil, IBM avec toute sa communauté Qiskit qu'ils ont créée. Est-ce que vous avez... quelles sont votre politique en termes sur cette initiative? Initialement, dans notre programme Atos Quantum, on a décidé de ne pas rentrer sur l'open source et de privilégier une approche d'appliance on-prem et de ne pas aller sur le cloud, parce que les approches de Google, d'Amazon sont vraiment liées à leur modèle, c'est-à-dire du hardware propriétaire. Ensuite, je mets dans le cloud et je mets toutes les suites logicielles, je les mets en open source. Donc, nous, on n'est pas sur ce modèle, même si on réfléchit à évoluer dans le futur pour s'adapter au marché. La seule chose qu'on a décidé de mettre en open source, c'est qu'on a développé des traducteurs pour passer de nos langages de programmation, du langage de programmation Atos, donc Atos Kasum, vers les différents langages de programmation d'IBM, Rigetti, Microsoft. Donc là, on a des traducteurs qui existent, c'est-à-dire que notre QLM, on peut entrer dans la QLM avec un programme écrit en Qiskit. Donc, on a un traducteur qui traduit de Qiskit et qui permet de tourner sur la QLM. Et ce traducteur, lui, est en open source.
Pour notre part, en quantique, pas encore. Je pense que le sujet, puisqu'on n'est pas dans le calculateur comme ceux que vous citez, il n'y a pas tellement de choses à mettre en open source là-dessus. Plus globalement, sur la politique open source du groupe, en fait, il y a les deux. Il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on pense que ce n'est pas opportun de le faire et d'autres où c'est très utile de le faire. Par exemple, on est très actif dans l'open source hardware, les initiatives Open Compute, RISC-V, qui nous semble en fait un chemin extrêmement valeureux pour avoir une indépendance par rapport aux grands qui ne sont pas européens. Donc on y voit une motivation stratégique et on s'investit beaucoup, notamment pour ajouter des couches de safety, sachant que le standard permet en fait d'avoir des choses dédiées pour des usages dédiés. Donc il est agréable. On a mis un certain nombre d'objets de conception système en open source également, mais d'autres non. Donc voilà, c'est selon, je dirais, l'analyse davantage du gain et de risque que l'on fait. On n'est pas opposé, mais ce n'est pas une politique générale. Il y a aussi les codes ou les architectures publiques open peuvent avoir des vulnérabilités de nature différente, plus faciles que celles qui ne le sont pas. Donc vous choisissez là aussi risque versus avantage. Je vous remercie. Bonjour, merci pour votre intervention tout d'abord. Alors, une première remarque pour ma part, donc moi je suis ingénieur de formation avec une spécialité en spintronique, donc ce qui a un intérêt pour tout ce qui est calcul et simulation par la suite notamment. Ma remarque concerne la proximité des entreprises avec les écoles d'ingénieurs. Pour ma part, il n'y en a pas vraiment eu au sein de mon parcours ni par la suite, et c'est certainement ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas dans une carrière typiquement ingénieur. Or, on a besoin de femmes et d'hommes aussi, ingénieurs en la profession, et donc c'est peut-être une chose à creuser. Dans quelle à formation? l'INSA de Toulouse, au génie physique, voilà, qui est quand même très tourné aussi aéro et space. Donc, ça fait du sens. Ma seconde... Juste, vous êtes sur la spintronique, si vous ne savez pas, je vous mentionne qu'on a un énorme labo comme avec le CNRS sur la spintronique, avec Julie Grelier, médaille d'argent du CNRS, et Albert Fert, le prix Nobel, qui était direction scientifique, qui est un labo mixte Thales et CNRS. Donc, si vous avez envie de venir en région parisienne, on peut en parler avec l'industrie. Ok, très bien, merci. Ma seconde intervention, donc aujourd'hui, je travaille pour Starburst, qui est un accélérateur de start-up, et on a récemment contribué, c'est-à-dire produit une étude pour l'Agence d'innovation défense sur tous les aspects quantiques, donc une étude qui était publique. Et dans cette étude, on a relevé sur base de chiffres publics que la Chine investissait globalement dans sa recherche et ses moyens à peu près 5 fois plus que l'Europe. Donc quand je dis Europe, j'entends UK, France, Allemagne, etc. Et donc ma question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que selon vous, on est dans la bonne voie pour conserver notre souveraineté sur ces thématiques-là? Et sinon, qu'est-ce qui serait, selon vous, les bonnes directions, les bonnes pratiques à adopter? Je ne sais pas si c'est une réponse pour l'industriel. Je veux dire, on observe ce que vous dites. Je peux aussi vous citer que la Chine produit 2 fois plus de brevets en quantique que les États-Unis, par exemple. Il paraît en IA, plus de 50% des papiers scientifiques en IA, en learning, sont chinois. Bon, est-ce que la quantité vaut la qualité? Je ne sais pas. J'ai aussi visité les instituts quantiques chinois et ils sont tout à fait de bonne qualité, me semble-t-il. Maintenant, est-ce que c'est aussi simple que ça? Moi, j'ai vu votre étude. J'en ai lu également d'autres. Je ne sais pas si le gap sur le quantique est aussi grand qu'il peut être sur d'autres sciences. Mais en tout cas, ce que l'on voit dans le débat de ce qu'on a eu de ce matin, d'Emmanuel, des autres témoignages, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives en Europe qui naissent. L'Europe, c'est difficile. On le voit d'ailleurs actuellement sur un autre sujet qui préoccupe tout le monde. C'est difficile de bâtir l'Europe. Oui, nous, on souhaiterait plus parce qu'on pense qu'une fois que ces débats vont plus quitter la sphère académique, les preuves de concept, rien que les phases de développement, c'est bien, c'est x10, soit 20, etc. Donc, en Chine, les instituts chinois font également du développement. Ils sont très proches de l'industrie en réalité, si vous les connaissez. Donc, on ne peut pas non plus comparer une institution académique chinoise avec un CNRS, par exemple. Je ne crois pas que ça matche complètement.
Donc oui, enfin tout le monde voudrait plus, mais vraiment c'est un débat politique, hein. On s'est déjà nous battus pour que le flagship quantique fasse partie du Horizon 2020, qu'il franchisse ce mur, hein, de discussion. Et bon, là aussi, les discussions budgétaires, l'Europe étaient difficiles avant la crise du coronavirus, et elles vont être encore plus après. On est un petit peu en retard sur la timeline. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les prochaines questions peut-être pour la pause. Donc je vous invite à remercier encore une fois les intervenants de cette table ronde.